Je suis presque certaine qu'on était à quelques minutes de devenir victime de la traite humaine. Je voyageais au Nicaragua il y a quelques années lorsque je me suis perdu. Vers 21h30, n'ayant pas d'autre solution, j'ai dû prendre un taxi pour retourner à mon auberge. Lorsque le taxi s'est arrêté devant le trottoir, le conducteur a verrouillé les portes et m'a dit que j'avais mal compris le prix de la course. Il affirmait que je lui devais 100 dollars américains, soit plusieurs fois plus que ce que nous avions convenu au départ. J'ai essayé d'ouvrir les portes de l'intérieur, mais elles étaient bloquées. J'étais complètement piégé. Heureusement, après m'avoir pris tout l'argent que j'avais sur moi, il a fini par me laisser sortir. De retour à l'auberge, les employés m'ont expliqué que j'avais eu une chance incroyable. Quelques jours plus tôt, une autre jeune femme avait pris un taxi similaire. Le chauffeur l'avait kidnappée, agressée violemment, puis abandonnée dans un champ à la sortie de la ville, pensant qu'elle ne survivrait pas. Ce sont des enfants sur le chemin de l'école qui l'ont trouvée au petit matin. Elle était à peine consciente, couverte de blessures, mais elle a survécu. Depuis cet incident, les habitants du quartier ont commencé à coller des affiches avec les visages de chauffeurs suspects, et plusieurs voyageurs ont signalé des comportements similaires. Cette nuit-là, j'aurais très bien pu devenir un autre nom sur cette liste. J'avais 22 ans à l'époque, et je voyageais seul à travers l'Italie. C'était la fin de mon séjour, et j'étais à Rome, logé dans une auberge de jeunesse. Un matin, j'ai décidé de faire une excursion d'une journée à Naples et à Pompéi. Quand j'ai annoncé mon projet aux employés de l'auberge, leur réaction a été immédiate, ils ont paniqué et m'ont tous conseillé de ne surtout pas y aller seul. Selon eux, ce n'était pas sûr, surtout pour une femme seule. Mais je me sentais confiante. J'avais déjà parcouru pas mal de villes en solitaire sans encombre, alors j'ai haussé les épaules et je suis parti quand même. Tout s'est bien passé au début, jusqu'à ce que je me trompe de train en quittant Naples. J'ai réalisé mon erreur après quelques arrêts et je suis descendu à une petite gare complètement inconnue, quelque part dans la périphérie napolitaine. Je me suis dit qu'un autre train passerait bientôt, alors j'ai attendu, un peu agacé, mais sans trop m'inquiéter. Puis, des types du coin ont commencé à apparaître de l'autre côté des rails. Ils se sont arrêtés, m'ont fixé, et se sont mis à parler entre eux en me montrant du doigt. Leurs gestes n'avaient rien de rassurant. L'un d'eux a même sauté sur les rails et traversé jusqu'à mon quai. Il a commencé à marcher de long en large, les yeux rivés sur moi. Il n'a pas dit un mot, mais son comportement mettait clairement mal à l'aise. Je portais un petit couteau de poche dans la doublure de mon manteau, juste au cas où. Je l'ai sorti discrètement, ma main serrée dessus au point d'en avoir les jointures blanches. Je ne savais pas ce que je ferais si les choses tournaient mal, mais c'était tout ce que j'avais. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque minute sans train paraissait durer 1 heure. Mon cœur battait à toute vitesse et j'étais figé, incapable de penser clairement. Finalement, un train est arrivé. Je suis monté à l'intérieur presque en courant, sans même vérifier sa destination. Je voulais juste partir, m'éloigner de cette gare, de ces hommes, de cette impression de danger qui m'avait collé à la peau pendant toute cette attente. Je suis rentré à Rome sans plus m'arrêter, le cœur encore serré. J'ai raconté l'histoire à quelques personnes, mais je n'ai plus jamais remis les pieds à Naples. Et je n'ai plus jamais voyagé seul sans écouter les mises en garde locales. Je voyageais en van à travers les montagnes des Philippines avec un ami à moi, un gars immense, vraiment impressionnant physiquement. On traversait des régions assez reculées, et tout semblait paisible jusqu'à ce qu'on tombe sur un poste de contrôle en pleine route. Des hommes armés arrêtaient les véhicules et fouillaient minutieusement tous les passagers. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'ils ne ressemblaient pas à des soldats officiels. Leurs vêtements étaient dépareillés, certains portaient des treillis usés, d'autres des t-shirts sans aucun signe militaire identifiable. Même leurs camions n'avaient aucun marquage. Il n'y avait aucun drapeau, aucun insigne, aucun moyen de savoir à qui on avait affaire. Ils ont demandé au chauffeur de couper le moteur, puis ils ont commencé à fouiller tous les sacs dans le van.
Il posait des questions en tagalog, la langue locale, et comme on ne comprenait rien, on ne savait pas ce qu'il voulait exactement. À un moment, l'un d'eux a prononcé le mot American, et mon cœur a fait un bond. On était les 2 seuls étrangers à bord, et clairement les seuls Américains. Ils se sont regroupés et ont discuté à voix basse pendant un long moment. Mon ami restait très calme, mais moi, j'étais tendu comme jamais. Leur regard allait souvent de nous à leurs armes, puis à nos sacs. Finalement, après ce qui a semblé durer une éternité, l'un d'eux a fait un signe de tête au chauffeur. On pouvait repartir. Aucun mot pour nous, pas d'explication, juste un simple geste, comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un peu plus tard, après avoir raconté l'histoire à un autre Américain qu'on avait croisé, qu'on a compris ce qui s'était réellement passé. Il nous a expliqué qu'on avait traversé une zone contrôlée par des groupes de guérilla, où plusieurs enlèvements d'étrangers, surtout d'Américains, avaient eu lieu récemment. Des prises d'otages pour rançon. Des affaires sérieuses. Ce gars-là n'a pas hésité une seconde, selon lui, s'il ne nous avait pas embarqués, c'était uniquement à cause de mon ami. Il est tellement massif que ça a probablement refroidi leurs intentions. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois qu'on a eu une chance inouïe ce jour-là. J'ai beaucoup voyagé en Europe, et dans l'ensemble, je me suis toujours senti à l'aise, même seul. Mais il y a une fois où j'ai vraiment perdu tout sentiment de sécurité. C'était à Rome, dans le métro, et je me souviens encore de chaque détail. Le wagon était bondé, les gens pressés les uns contre les autres, comme souvent à l'heure de pointe. J'ai senti une main contre mon dos. Rien d'inhabituel à première vue, j'habite à New York, je suis habitué à la promiscuité des transports publics. Ce genre de contact, ça arrive. Mais la main n'est pas restée là. Elle s'est glissée entre moi et la personne à côté, puis elle a contourné ma taille. Là, j'ai pensé à un pickpocket. Heureusement, j'avais mon argent bien caché dans une ceinture sous mes vêtements, donc je n'étais pas trop inquiète pour ça. Puis cette main s'est refermée sur mon sein. Et là, tout s'est figé. Je n'ai pas pu bouger. Je ne pouvais même pas me retourner, tellement on était serré. J'ai voulu crier, protester, dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortait. Mon cerveau s'est vidé. Même les mots les plus simples en italien se sont évaporés. Et à l'intérieur, j'ai eu l'impression qu'on me versait de l'eau bouillante sur tout le corps. Le reste du trajet a duré une éternité. Je comptais les secondes, espérant qu'un arrêt arrive, qu'une porte s'ouvre, qu'une issue apparaisse. Quand enfin le métro a ralenti, j'ai bousculé les gens autour de moi sans m'excuser, j'ai foncé dehors, jusqu'à l'air libre. J'ai respiré à plein poumon, comme si je venais d'échapper à une noyade. En Roumanie, j'ai vécu une expérience qui reste à ce jour l'un des épisodes les plus troublants de mes voyages. J'étais dans une région assez rurale, logé chez des parents éloignés d'un ami. Un après-midi, je me promenais seul près du village lorsqu'un groupe de personnes m'a approché, principalement des femmes et des enfants. L'une d'elles s'est détachée du groupe, tenant un bébé dans les bras. Elle avait l'air exténuée, comme si elle portait le poids de toute une vie difficile. Ses yeux étaient cernés, son visage creusé, son regard flou. Elle s'est approchée de moi, et sans dire un mot que je pouvais comprendre, elle a commencé à me tendre l'enfant tout en marmonnant dans sa langue. C'était comme un monologue de marchandage, une sorte de négociation dont je ne comprenais ni les termes ni la logique. Pendant qu'elle insistait, les enfants qui l'accompagnaient tournaient autour de moi. Ils me touchaient, tiraient un peu sur mes vêtements, regardaient mes poches, mes chaussures, mon sac. Ce n'était pas agressif au sens classique, mais c'était étouffant, comme une nuée de regards et de mains qui tentaient d'évaluer quelque chose. Mon inconfort est rapidement monté. J'ai d'abord essayé d'esquiver poliment, de m'éloigner doucement, mais elle ne me lâchait pas. Finalement, j'ai dû hausser la voix, me raidir, et dire fermement que je partais. À ce moment-là, le groupe a reculé un peu, et j'ai pu m'éloigner sans qu'ils me suivent. J'ai traversé les champs et les chemins jusqu'à la maison où je logeais. De retour au village,
j'ai raconté toute la scène à mes hôtes, encore sous le choc. Ce qui m'a glacé le sang, c'est leur réaction. Pas de panique, pas d'indignation. Juste un hochement de tête résigné. Ils m'ont expliqué que le bébé n'était probablement même pas à elle. Il aurait très bien pu être volé dans une autre ville, dans une autre région. Apparemment, c'était un trafic connu, vendre des nouveau-nés à des étrangers de passage. En visite à Chicago depuis Seattle pour une semaine, j'avais réservé un Airbnb chez un monsieur, pensant me retrouver dans une maison avec peut-être 5 autres personnes, puisqu'il proposait des lits superposés dans la chambre. L'annonce vantait la proximité des transports en commun, un quartier correct et une maison propre avec de nombreux équipements utiles. En arrivant sur place, j'ai découvert une maison délabrée, sale, où seule la literie semblait être changée par la femme de ménage. En plus, de nombreux appareils étaient hors service et il n'y avait pas d'eau potable. Premier avertissement. Ensuite, j'ai constaté qu'il y avait en réalité plus de 15 personnes logées dans la maison. Concernant les lits superposés, il y avait en fait 5 ou 6 chambres avec des lits entassés, au point qu'on ne pouvait presque pas marcher entre eux. Personne dans la maison ne savait qu'il y avait autant de chambres, ce qui n'était pas mentionné sur l'annonce. J'ai déposé mes affaires pour aller explorer la ville et j'ai trouvé le quartier un peu louche, mais je ne m'en suis pas trop soucié. À mon retour, un autre locataire attendait son Uber Eats devant la maison car il avait trop peur de descendre la rue pour aller chercher de la nourriture. Apparemment, la veille de mon arrivée, 3 personnes hébergées dans la maison s'étaient fait agresser en marchant 5 minutes depuis la station de train jusqu'à la maison. Ce soir-là, nous étions 8 assis par terre dans ce qui était censé être un salon, en réalité une petite salle à manger où un mini-canapé avait été placé avec une télé cassée, et nous avons entendu à 2 reprises des salves de 8 à 10 coups de feu à un pâté de maison. Je suis immédiatement parti m'installer dans une auberge de jeunesse et j'ai dû me battre avec Airbnb et l'hôte pour obtenir un remboursement. Mike, va te faire voir. Je marchais le long d'une grande avenue à Rabat, au Maroc, pour aller à la pharmacie. C'était la fête du roi, donc la plupart des gens ne travaillaient pas ou n'allaient pas à l'école, ce qui rendait l'avenue étrangement vide. J'étais avec 2 autres bénévoles, toutes les 3 jeunes femmes blanches, en train de discuter tranquillement. 2 hommes sur une moto sont passés dans l'autre sens. Ils ont fait demi-tour en franchissant le terre-plein central et se sont arrêtés à côté de nous. Celui à l'arrière est descendu et s'est approché de nous en sortant une machette dessous sa chemise à carreaux. La première fille a lancé son sac, la deuxième son téléphone, et elles ont pris la fuite. L'homme s'est alors dirigé vers moi. J'ai serré mon sac contre moi, il contenait mon passeport, mon portefeuille, mon téléphone et il a levé sa machette contre mon cou. Je lui ai balancé quelques mots bien choisis en arabe, une phrase qu'on m'avait apprise pour calmer les enfants de l'orphelinat où je travaillais. Le type a littéralement blêmi. Il s'est détourné pour récupérer le téléphone et le sac, et moi, j'ai couru jusqu'à la pharmacie. En larmes, j'y retrouve les 2 autres filles. Des gens commencent à se regrouper, certains avaient vu la scène en passant en voiture, d'autres essaient de nous aider à traduire. Une femme discute avec le vigile de la pharmacie, puis nous propose de nous ramener chez nous. On accepte et on monte dans son minivan. Je lui donne les indications en arabe, mais elle passe devant la maison sans s'arrêter, grille les stops, ignore les feux rouges. C'est là qu'on comprend qu'elle est en train de nous enlever. L'une des filles se penche, ouvre la portière, et on saute toutes les 3 de la voiture en marche. Je voyageais au Costa Rica avec 2 hommes d'affaires plutôt tapas accent grave-l'œil, venus là dans l'idée d'acheter un club pour gentlemen. Nous logions au Radisson et avions demandé au concierge de nous appeler un taxi pour nous rendre au club. On monte dans la voiture, on s'assure que le chauffeur sait où on va. On nous dit que le trajet durera une dizaine de minutes. Au bout de 7 minutes, je réalise qu'on n'est clairement plus dans une zone touristique. Pas du tout. Le chauffeur chuchote au téléphone en espagnol, tout en nous lançant des regards insistants dans le rétroviseur. Je commence à me sentir mal à l'aise, et je vois que mes compagnons ont la même impression. On demande, on est bientôt arrivé ?
Encore du chuchotement. Mauvais signe. Voilà 10 minutes qu'on roule, et on se retrouve dans un quartier résidentiel assez louche. Je suis assise au milieu. Mon collègue ouvre sa mallette, me tend un stylo et me dit de ne pas hésiter à poignarder quelqu'un si besoin. Quoi? Il en passe un autre à l'homme assis derrière le chauffeur. Ce dernier sort son propre stylo doré, le colle à la gorge du conducteur et hurle « Tu nous ramènes au Radisson immédiatement, putain !» Pendant ce temps, l'autre lui arrache son téléphone et raccroche. On a fini par rentrer sain et sauf à l'hôtel. Tous les bijoux ont été déposés dans le coffre-fort de la chambre pour le reste du séjour, et on a fini par aller au club plus tard, sans autre incident. J'étais jeune, naïve, et je venais à peine d'avoir mon passeport depuis 3 jours. Je n'avais pas vraiment compris qu'on n'aurait jamais dû se balader dans ce pays avec autant de bijoux tape à accent grave-l'œil. J'étais complètement saoul dans la banlieue de Tokyo, incapable de retrouver mon chemin vers l'endroit où je logeais. Rien ne me semblait familier et j'étais bien trop ivre pour réussir à lire la carte correctement. Comme on était au Japon, un homme est venu m'aider à essayer de rentrer chez moi. Problème, il ne parlait pas anglais, et moi, je ne parle pas japonais. Il a donc décidé d'entrer dans un restaurant pour demander de l'aide. À l'intérieur, il y avait 3 hommes et une femme. Les types étaient tous tatoués de la tête aux pieds, ce qui, au Japon, est rarement bon signe. Mon sauveur a voulu faire demi-tour immédiatement, mais la femme s'est mise à crier, les hommes se sont levés et l'ont attrapée, et elle a commencé à me désigner en hurlant. Là, j'ai pas réfléchi, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je l'ai entendu crier derrière moi pendant que je courais à toute vitesse, empruntant toutes les ruelles possibles. J'ai même retiré mes tongs en chemin pour ne pas faire de bruit. Finalement, j'ai réussi à retrouver mon logement, sain et sauf. Le lendemain matin, j'ai pris la route vers le nord. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je doute que c'était vraiment un truc de Yakuza, mais quoi que c'était, ça ne sentait pas bon du tout. Et je suis bien content d'avoir fui. Ma première nuit au Canada, en 2014, je l'ai passée dans un hôtel bon marché à Montréal. Le genre de truc classique pour ce prix-là, une odeur persistante de cigarettes, des bruits venant des autres chambres. Peu importe, il y avait une salle de bain privée, le Wi-Fi gratuit, une télé, et après une longue journée de voyage, c'était suffisant. Pendant que je dormais, la porte de la salle de bain s'est ouverte et la lumière s'est allumée. J'étais trop effrayé pour me lever et affronter la personne, et puis, je dormais nu, et je n'avais pas envie de sortir mon pyjama de la valise puisque je repartais le lendemain pour Québec. À moitié réveillé, j'ai entrevu une silhouette debout dans l'embrasure de la porte, tournée vers moi. Elle est restée là une vingtaine de secondes, puis la lumière s'est éteinte et la personne a disparu. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, 2 heures du matin. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me rendormir. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel sans rien dire à personne. En partant, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de porte dans la salle de bain qui donnait sur le couloir. Elle avait l'air condamnée, comme si une armoire avait été là auparavant et qu'on avait construit la salle de bain par-dessus. Elle faisait à peine un quart de la taille d'une porte normale, pas du tout le genre de truc qu'on utilise pour entrer dans une pièce occupée. Je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un serait entré par là dans une chambre déjà louée. Trafic d'organes? Mystère total. En gros, j'étais en visite chez un ami à Budapest, qui bossait dans une auberge de jeunesse. On est sorti boire un coup et on a fini bien bourré, en rencontrant 2 filles avec qui on a passé la soirée. En fin de nuit, on leur propose de les raccompagner chez elles. Une fois arrivé devant chez elles, mon pote, qui avait clairement une chance avec l'une des filles, me dit « Ah, je rentre avec toi Andrew. » Je lui répète « Mec, t'as une fille qui t'invite chez elle, je suis à quelques rues d'ici, reste avec elle. » Il insiste, donc pour rigoler, je lui balance « Ben tu peux pas rentrer avec moi si tu me trouves pas » et je me mets à courir. J'étais complètement idiot, mais sur le moment c'était drôle. Je cours quelques minutes,
mais je perds vite mes repères. J'ai un portefeuille vide, pas de téléphone, totalement paumé. Je me dis tant pis, je vais errer jusqu'à tomber sur un endroit familier, voire dormir dehors. Au bout de 30 minutes de marche, toujours bourré, une voiture s'arrête près de moi et un gars me crie quelque chose en hongrois. Je rigole et réponds « Désolé mec, je parle que l'anglais ». Il a l'air cool, on papote 2 minutes. Il me propose de me ramener à l'auberge. J'accepte et vais pour monter à l'arrière. Sauf qu'il y a déjà 2 mecs à l'arrière, que je n'avais pas vus à cause des vitres teintées. Tous tatoués, gueule bien balèze, et clairement d'Europe de l'Est. J'étais trop bourré pour courir, alors je fais mine de rester calme et je monte. Là, je commence à dégriser sec. Dès qu'on démarre, je sens que ça sent pas bon. Budapest est divisé en 2, Buda d'un côté du fleuve, Pest de l'autre. On était du côté Pest, là où il y a tous les clubs. Et à peine parti, on traverse vers Buda, alors que je sais très bien que mon auberge est du côté Pest. Je dis, mon auberge est à Pest, pourquoi on va à Buda? Ils se marrent et ne répondent pas. Puis le conducteur me dit, mec, personne sait où t'es ce soir. Qu'est-ce que tu ferais si on décidait de te tabasser? Et ils rigolent tous. Je teste la poignée, verrouillage enfant. Je fais semblant d'avoir la gerbe et je descends un peu la vitre pour respirer dehors. Pendant qu'ils continuent leurs menaces, du genre « on pourrait te tuer et personne ne le saurait », je baisse les yeux vers mes pieds et je me dis « si vous tentez quoi que ce soit, je vous jure que je ne partirai pas sans en embarquer au moins un avec moi. » Ça les fait marrer encore plus. On sort de la ville, plus de bâtiments autour. À un feu rouge, tout le monde est détendu, persuadé que je suis trop saoul pour réagir. Là, je me penche dehors, chope la poignée extérieure, ouvre la portière d'un coup sec et tombe en arrière sur le bitume. Je me roule et je me mets à courir à fond. Ils s'arrêtent une seconde, m'entendent crier, et repartent à fond. Il devait être 4 ou 5 heures du matin. Je tombe sur des gars dans la rue, qui flippent en me voyant débarquer saignant et titubant. J'explique vite fait la situation, ils sont super compréhensifs et appellent un taxi. Je n'ai que 20 $ canadiens sur moi, je supplie le chauffeur de me prendre. Il accepte. J'arrive enfin à l'auberge alors que le soleil se lève. Mon pote me demande ce qui s'est passé. Apparemment, je lui ai juste dit, me suis fait kidnapper. Dodo. On en parle demain. Et je me suis écroulé sur mon lit. Un petit groupe d'hommes en Thaïlande essayait avec insistance de marchander avec mes amis pour m'acheter. Ils tiraient sur mes bras pour tenter de nous séparer, demandaient combien et proposaient différentes sommes d'argent. La Thaïlande est un pays magnifique et très sûr pour voyager, je vous assure. L'endroit où je me trouvais, Pattaya Beach, est la zone centrale où nous avons l'autorisation de rester quand le navire arrive au port. Ce n'est pratiquement que des bars et des bordels. N'y allez pas. Je ne comprends même pas pourquoi on nous autorise à y aller. Même si vous y alliez, il est très peu probable que vous soyez en danger. Les gens sont en général serviables et bienveillants, mais comme partout, il y a des mauvaises personnes, et nous sommes simplement tombés sur les mauvaises. Je ne suis même pas certain que ces hommes étaient thaïlandais. Ne laissez pas cette histoire vous décourager de voyager. Il est vrai qu'il existe un côté sombre en Asie du Sud-Est, notamment avec la traite humaine, mais en tant que touriste, il est très peu probable que vous y soyez mêlé. Quand j'étais enfant, mon père emmenait des groupes d'étudiants dans des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud pour construire des maisons. Une année, il a décidé que nous devrions prendre le Chicken Bus depuis Guatemala City jusqu'à Mexico City. Un long voyage. Nous sommes arrivés à la frontière, et un soldat avec une sacrée grosse mitrailleuse est monté dans le bus pour inspecter. Il a vu qu'il y avait une quinzaine d'étudiantes à bord, puis il est allé passer un coup de fil. Environ 2 minutes plus tard, une troupe d'hommes armés est montée dans le bus et nous a informé que tous les hommes devaient descendre et se placer en ligne devant le bus. Je me souviens qu'on l'a fait, mais il y avait une tension énorme dans l'air à ce moment-là. Les soldats sont restés entassés dans le bus.
Nous avons attendu. Finalement, ils sont descendus, nous sommes remontés à bord et le bus est reparti. Au final, il ne s'est rien passé de grave, mais je me souviens que mon père, qui dirigeait le groupe, avait le visage pâle et transpirait à grosses gouttes. J'ai été suivi par un homme alors que je me promenais seul dans le Tiergarten, à Berlin. Je marchais tranquillement sur un sentier, profitant du parc. J'ai vu un homme debout sur le bord de l'allée, regardant au loin. Je l'ai dépassé, et une fois à une vingtaine de mètres, il s'est retourné et s'est mis à me suivre, en maintenant la même allure. J'ai commencé à prendre un chemin sinueux, à sortir du parc puis à y rentrer de nouveau. Il m'a suivi tout du long. Finalement, je suis arrivé à un endroit avec des virages serrés et une végétation dense. J'ai réussi à casser la ligne de vue et me suis plaqué contre un mur dans un recoin. J'étais passé par la Suisse peu avant et j'y avais acheté un couteau de poche. J'ai ouvert la lame et l'ai gardé en main, dissimulé dans la poche de ma veste. Je suis resté là à attendre. L'homme a fini par sortir du sentier, l'air confus, visiblement en train de chercher où j'étais passé. Quand il m'a repéré, il a sursauté. Comme j'avais l'avantage de la surprise, il a tenté de jouer la comédie et a continué son chemin, comme s'il ne m'avait jamais suivi jusque-là. Il s'est arrêté un peu plus loin, et je l'ai gardé à l'œil. J'ai hésité à l'interpeller pour savoir pourquoi il m'avait suivi, mais étant donné que j'étais un simple visiteur dans le pays, j'ai préféré m'abstenir. J'ai attendu qu'un grand groupe de personnes quitte le parc, et je me suis fondu dans la foule. Il a recommencé à me suivre, mais cette fois, j'ai réussi à le semer en dehors du jardin. Je me promenais dans une ville en Algérie. Je suis entré par hasard dans un quartier et j'ai remarqué qu'il n'y avait presque personne dans les rues. Un peu plus loin, il n'y avait carrément plus âme qui vive. J'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Et c'est là que j'ai vu un homme extrêmement grand s'avancer droit vers moi, avec une intention claire. En s'approchant, j'ai vu que c'était un homme âgé, avec une longue barbe grise, vêtu d'une tunique grise. Je me suis arrêté. Il est venu droit vers moi et m'a dit, dans un anglais plutôt bon, « Tu n'es pas en sécurité ici, il faut qu'on te fasse quitter la rue. » J'ai répondu, « D'accord », et il m'a dit, « Suis-moi. » On a marché sur quelques pâtés de maison jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte. Il m'a dit, « Attends ici une minute », et il est entré. Puis il a rouvert la porte et m'a invité à entrer. À l'intérieur, il y avait une douzaine d'hommes. Tous habillés en noir. Ils me lançaient des regards absolument glaçants. Le vieil homme s'est tourné vers eux, leur a crié dessus, a levé les poings, visiblement très en colère. Puis l'un des plus jeunes est allé dans la cuisine et est revenu avec du thé et des biscuits qu'il m'a offerts. Alors je buvais du thé, j'essayais de sourire, et l'un des jeunes m'a demandé d'où je venais. J'ai répondu, des États-Unis. Il a commencé à parler de la CIA et tout ça, et là, je lui ai dit, « Tu penses que la CIA est terrible ici? Laisse-moi te parler de l'Amérique centrale. » Et petit à petit, l'ambiance s'est détendue, on riait, on critiquait la politique étrangère américaine en buvant du thé. Au bout d'un moment, le vieil homme m'a invité chez lui, dans son appartement. Il avait une immense bibliothèque. Je lui ai offert un livre que j'avais terminé. Et c'est alors qu'il m'a expliqué ce qui venait de se passer. Son petit frère, l'un des jeunes hommes présents, était le chef d'un groupe radical. Tous les autres hommes que j'avais rencontrés faisaient partie de ce groupe. Il avait surpris leur conversation pendant qu'ils préparaient mon enlèvement. Mais il les avait couverts de honte pour leur manque d'hospitalité et pour l'avoir ainsi déshonoré dans sa propre maison. Il m'a dit que désormais, je n'avais plus rien à craindre. Voici une histoire qui montre comment faire absolument toutes les erreurs possibles et se mettre dans une situation de danger extrême. J'étais à Boquete, au Panama, avec un ami. Le premier soir, on est sorti boire avec un groupe de gens. Moi et une fille nous sommes éloignés pour passer un moment en privé. On était ivres et un peu idiots, debout au milieu de la route. Après un moment, on décide d'aller jusqu'à une station-service pour acheter des clopes.
C'est une ville un peu étrange, et les stations sont toutes en périphérie. Une fois à l'intérieur, complètement bourré, je passais de l'espagnol au français puis à l'anglais en parlant avec les deux employés. La fille revient et me dit qu'elle nous a trouvé un chauffeur pour rentrer à son auberge. Je me hisse dans un escalade blanc, erreur numéro 1. Les seuls qui conduisent des escalades au Panama ne sont jamais les gens avec qui tu veux monter en voiture. Je regarde la conductrice, imaginez le cliché de l'ancienne femme trophée défoncée à la coque, quarantenaire, c'est elle. Elle est complètement bourrée. Erreur numéro 2, monter dans la voiture d'une étrangère ivre. Après un moment en voiture, on comprend vite que cette femme est complètement cinglée. Elle sniffe de la coque en conduisant, je dois admettre qu'elle ne renversait rien, une certaine maîtrise, et elle pleure en continu. Avec ma copine du soir, on commence à se sentir très mal à l'aise et on demande à sortir. La conductrice s'arrête, la fille qui était à l'avant saute dehors. J'étais sur le point de faire pareil quand la femme se tourne vers moi et dit « J'ai perdu mes enfants aujourd'hui. Reste avec moi un moment. » C'était il y a 5 ans, et j'ai beaucoup mûri depuis, mais dans mon état d'ivresse, je me suis dit que c'était une excellente idée de rester. J'étais au bord du blackout, dans une ville que je ne connaissais pas du tout, et je n'ai pas remarqué tout de suite qu'elle m'emmenait loin du centre-ville. Elle passe un coup de fil, puis quelques minutes plus tard, elle gare la voiture sur le bas-côté, et là, sans exagérer, l'homme le plus massif que j'ai jamais vu monte dans la voiture. Il est panaméen, habillé comme un vrai gangster de la tête aux pieds. Il a des yeux vides, glacial, et me fixe sans dire un mot. Moi, petit Canadien blanc et bourré, assis sur le siège avant, je commence à entendre dans ma tête. Mec, t'es au Panama, personne ne sait où tu es. T'es seul avec un géant flippant et une cinglée défoncée à la coque. Je sors mon téléphone pour prévenir mon pote resté à l'auberge, batterie morte. Mon téléphone est mort. Erreur numéro 3, ne jamais sortir sans un moyen de contacter le monde extérieur. On continue à rouler de plus en plus loin de la ville. Les maisons deviennent grandes, éparpillées. On arrive devant une baraque avec des colonnes grecques à l'entrée, et là je me dis que j'ai été kidnappé. On entre. Assis à une table, il y a un Américain avec une cicatrice qui lui traverse le visage, du dessus de l'œil jusqu'à la lèvre. Une cicatrice qui hurle « Je suis dangereux ». La femme dit qu'elle doit s'occuper de quelque chose et me laisse seul avec le Panaméen et l'Américain. Je remercie le ciel de voir enfin quelqu'un à qui je peux parler clairement malgré sa gueule de méchant de film. L'Américain commence à me hurler dessus. Il me traite de tous les noms, me tire dehors avec le Panaméen et me dit que ce n'est pas la maison de la femme, et qu'ils ne sont pas ses amis. C'est la maison de son ex-mari. Il pense qu'elle m'a ramené ici pour me baiser dans la maison de son ex. J'explique rapidement le chaos de la soirée. L'Américain se calme, on retourne à l'intérieur, on commence à discuter et à boire un peu. Je suis en mode survie, je fais tout pour qu'il m'aime bien. Alors je bois, je fume un joint, j'essaie d'être cool. L'Américain se met à raconter des trucs qu'il ne devrait dire à personne. Il me dit qu'il est passeur de drogue, pose 1 kilo de coke sur la table pour le prouver, puis sort un flingue de sa ceinture pour souligner son propos. Intérieurement, je suis en panique totale, mais extérieurement je fais genre tout va bien. Il commence à me raconter sa vie en prison, me dit qu'il a eu sa cicatrice là-bas. Et puis, très gentiment, me propose de me taillader le visage de la même manière, pour faire de moi un homme. J'ai gentiment décliné en me disant que j'étais à 2 doigts de me faire découper par un taré et son acolyte. À ce moment-là, la femme revient et dit qu'elle a besoin de me parler. On sort fumer une cigarette et elle me dit « Elle, tu es un ange. Tu es un ange envoyé ici pour m'aider à me suicider et m'emmener de l'autre côté. » Je cours à l'intérieur retrouver l'Américain et je lui raconte tout. Il me propose de me ramener chez moi. J'ai dit oui direct, mais j'ai insisté, qu'elle ne conduise surtout pas. Tout le trajet du retour, à travers la campagne vide, j'avais une main sur ma ceinture et l'autre sur la poignée. Je m'attendais à chaque instant à ce qu'il quitte la route et m'égorge dans un champ. Bref, j'ai fait absolument tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai recroisé l'Américain dans la rue quelques jours plus tard.
Il m'a salué comme si on était potes. Je me suis barré à toute vitesse. Je suis allé en Zambie en juin et juillet 2013. J'ai passé une partie de mon séjour dans un village très isolé, appelé Lubo, situé dans la province la plus au nord du pays. Pour arriver à Lubo, il faut prendre un bus affrété depuis Lusaka, un trajet d'environ 12 heures, jusqu'à la ville ou au village le plus proche disposant d'un minimum d'infrastructures. Pour vous donner une idée de la situation, c'était de loin le bus le plus délabré que j'ai jamais vu. Les vitres étaient fendues et laissaient passer l'air froid. Il y avait de mauvaises odeurs, car les gens pouvaient monter à bord avec de petits animaux. L'espace était inexistant, car la soute à bagages était tellement pleine que tout le monde devait garder ses sacs à main dans l'allée ou sur les genoux. Une musique assourdissante passait pendant tout le trajet. Et la porte avant ne tenait fermée que grâce à une serviette nouée autour de la rampe d'escalier. Le bus était tellement pourri qu'il a calé 3 fois avant même de quitter le parking de la gare routière. L'heure de départ prévue était 14h35. Nous n'avons quitté le terminal qu'à 16h. Parmi les membres de mon groupe, il y avait des voyageurs aguerris, mais aussi quelques personnes très douillettes, totalement habituées au confort, du genre à avoir peur de leur propre ombre, environ 11, si je me souviens bien. On était tous mal à l'aise, certains plus que d'autres, et ils ne se privaient pas de le faire savoir. Bref, on finit par sortir du terminal et rejoindre la route, où le bus doit effectuer un large virage à droite. En Zambie, le code de la route est très aléatoire. Les gens conduisent comme bon leur semble. Notre chauffeur et son assistant suivaient clairement cette logique. On fait donc ce virage en coupant la route à plusieurs voitures, et le bus cale à nouveau. Klaxon, cris, sifflets, le chaos. Mais après 2 ou 3 minutes, le moteur redémarre. Pas de quoi paniquer, non? Sauf que là, les choses se corsent. Parmi les véhicules qu'on avait coupés, un petit convoi militaire. Aucune idée s'il venait de Zambie, du Zimbabwe, de l'Ouganda ou de la RDC, tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient vraiment furieux contre notre bus. Ils étaient 6 dans un Hummer militaire et faisaient signe au bus de s'arrêter. On ne s'arrête pas. Ils montent sur le trottoir, hurlent, font de grands gestes. Le conducteur ouvre la porte pour leur dire qu'on continue. Mauvaise idée. Il nous bloque immédiatement pour qu'on ne puisse pas avancer. Le chauffeur, l'assistant et un autre membre du personnel descendent, accompagnés de quelques passagers. Une énorme dispute éclate. La plupart des passagers remontent dans le bus après avoir tenté de calmer la situation. Ne reste que notre équipe du bus face aux militaires. L'un d'eux soulève son t-shirt pour montrer un pistolet. Un autre, à l'arrière du Hummer, brandit un AK. Notre équipe se fait embarquer de force dans le véhicule militaire et se fait littéralement passer à tabac. Malheureusement, j'étais assis à un endroit d'où je voyais toute la scène. Et là, je lève les yeux et 3 nouveaux types montent dans notre bus. Sans aucun avertissement, le bus démarre, nous abandonnant avec nos 11 compagnons complètement désorientés et notre équipe précédente restée sur le bord de la route. Il commençait à faire nuit, et personne, pas même notre chef de groupe, qui avait pourtant passé 1 an dans le pays, ne savait où on allait. On a donc sérieusement cru, pendant un moment, que notre bus avait été détourné, ou qu'on allait finir dans un sous-sol glauque au fin fond de l'Afrique. Finalement, on a compris que c'était une équipe de remplacement envoyée par la compagnie de bus, car on a commencé à faire des arrêts et à changer de passagers normalement. Mais pendant 2 bonnes heures, j'ai vraiment cru que ce voyage, que j'avais mis tant d'efforts à organiser, allait finir en tragédie. De loin la situation la plus stressante de ma vie de voyageur. Et c'est un détail essentiel que j'ai soigneusement omis quand j'ai dit à ma mère que je comptais y retourner l'été suivant. J'étais en Islande, en train de faire le tour de la route circulaire avec un ami. On s'est arrêté pour la nuit dans une grande cabane appelée le Lambafell Hotel. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar atroce dans lequel je me faisais entraîner sous l'eau dans un étrange lac islandais. C'était l'un de ces rêves hyper réalistes, si bien que je me suis réveillé en sursaut, haletant,
complètement paniqué. Le lendemain, on a repris la route, mais mon ami a insisté pour qu'on s'arrête et qu'on fasse une randonnée jusqu'à une magnifique cascade appelée Sistrafos. On s'est garé et on est monté jusqu'à la source d'eau, qui se trouvait être un lac identique à celui de mon cauchemar. J'ai raconté à mon ami que j'avais justement rêvé de ce lac la veille et que c'était un rêve particulièrement angoissant. On s'est approché du bord, et là, on a vu un panneau racontant l'histoire du lieu. Il expliquait qu'un monastère médiéval se trouvait là autrefois, mais qu'il avait été déplacé après que plusieurs nonnes avaient mystérieusement disparu dans le lac en s'y baignant. Une témoin de l'époque aurait vu une main sortir de l'eau, tendant des chaussures en or aux nonnes, avant de les entraîner sous la surface desquelles s'approchait trop. Le lac s'appelait Sistravatn. Cette nuit-là, à notre étape suivante, j'ai refait exactement le même cauchemar. Après ça, je n'avais plus qu'une envie, quitter cette île au plus vite. J'étais dans une petite ville de pêcheurs au Mexique avec ma classe. Nous vivions dans des familles d'accueil pour apprendre leur culture et pratiquer l'espagnol. Je m'étais assis sur le trottoir en attendant que ma famille d'accueil sorte de l'épicerie, quand un sans-abri est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a raconté toute sa vie, et j'ai cru que c'était un moment sincère, une vraie conversation humaine. Sans grande surprise, il a fini par me demander de l'argent. J'ai dit non et j'ai essayé de partir. Il m'a attrapé par la queue de cheval et m'a tiré violemment au sol. Le père de la famille chez qui je vivais est sorti du magasin à ce moment-là. Il a vu ce qui se passait, a arraché l'homme de sur moi et l'a tabassé en pleine rue. Je faisais du backpacking en Asie du Sud-Est cette année et je me suis retrouvé dans une boîte de nuit au Vietnam. Si tu as déjà voyagé en sac à dos au Vietnam, tu sais que la plupart des gens suivent le même itinéraire, donc on recroise souvent les mêmes personnes d'une ville à l'autre. Ce soir-là, je n'avais même pas envie de sortir, mais une fille avec qui je voyageais a retrouvé un groupe de mecs qu'on avait rencontrés quelques semaines plus tôt dans une autre ville, alors on s'est dit, allez, on sort boire un verre, au cas où on ne les recroiserait plus jamais. On rigole, on discute, on passe une super soirée, et soudain il est 4 heures du matin. Je suis à environ 10 km de mon auberge. Pas grave, je commande un Grab depuis mon téléphone, l'équivalent d'Uber en Asie. Aucun chauffeur disponible à cette heure-là. Je vais alors au bar pour leur demander un numéro de taxi. Ils n'ont aucun contact à me donner. Donc voilà, je me retrouve dans la rue, complètement ivre, à 4 heures du matin, à Wuhan. Je suis une fille blonde à la peau claire, je mesure un M60 à peine, et je suis avec une amie tout aussi blonde et tout aussi bourrée que moi. On savait que c'était bien trop loin pour rentrer à pied, et bien trop risqué. Il n'y avait plus aucun autre backpacker dans le coin, donc on ne savait vraiment pas quoi faire. Un groupe d'hommes vietnamiens en moto s'approche et nous demande si on a besoin d'un trajet. Ce n'étaient clairement pas des chauffeurs de taxi, et ils avaient un air franchement louche. Mais on n'avait aucune autre option, alors on a négocié un prix et on est monté à l'arrière de leur moto. Heureusement, ils nous ont bien emmenés jusqu'à notre auberge. Mais à l'arrivée, ils ont essayé de nous voler. Je ne m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Le conducteur a simplement glissé la main dans ma banane et m'a pris mon argent. J'étais juste énervé qu'il ait pris le mauvais montant. Sans réfléchir, j'ai attrapé son bras et j'ai arraché mon argent de ses mains. Et là, tout a dégénéré. Une dispute a éclaté, tous les 4 se sont mis à crier et à nous entourer en hurlant en anglais et en vietnamien. Ils devenaient de plus en plus agressifs, répétant qu'on leur devait de l'argent. Heureusement, notre auberge avait un agent de sécurité. Il a entendu les cris et s'est précipité dehors. Les types ont sauté sur leur moto et ont déguerpi rapidement, en ne gardant que la somme qu'on avait initialement convenue. Le vigile a été génial, super gentil. Il nous a prévenu qu'il y avait beaucoup de faux taxis comme ça, et que certaines personnes se faisaient blesser. Il nous a dit d'être très prudente à l'avenir. Je suis incroyablement reconnaissante qu'il ait été là. Et franchement, je n'arrive toujours pas à croire à quel point on a été stupide ce soir-là.
Je voyageais seul dans un train à Athènes lorsqu'un groupe d'hommes a tenté de me faire descendre de force avec eux à un arrêt. Tout s'est passé tellement vite que je n'ai pas immédiatement compris ce qui se passait. 3 femmes sont soudainement intervenues, elles se sont mises à crier sur les hommes et m'ont tiré en arrière dans le wagon. Elles ont agi avec une telle détermination que les hommes ont abandonné et sont sortis sans moi, jetant des regards menaçants. Ce n'est qu'une fois le train reparti qu'une des femmes, qui parlait anglais, m'a expliqué qu'ils essayaient probablement de m'emmener de force. Elle était encore bouleversée, et ses amis aussi. Elles m'ont demandé où j'allais, ont insisté pour m'accompagner jusqu'à mon auberge, et ne m'ont pas laissé seul un instant jusqu'à ce que je sois en sécurité à l'intérieur. Avant de partir, elles m'ont conseillé de ne pas porter de short ni de débardeur lorsque je me déplaçais seul dans la ville. Elles m'ont expliqué que, même si cela n'excusait rien, ce genre de tenue attirait l'attention dans certains quartiers. Ce soir-là, elles m'ont protégé sans hésitation, comme si elles me connaissaient. Je n'oublierai jamais leur visage, ni le sentiment de vide que j'ai eu en réalisant ce qui aurait pu m'arriver si elles n'avaient pas été là. En Inde, alors que notre bus avançait dans les montagnes, il a pris un virage serré et s'est retrouvé face à face avec un autre bus arrivant en sens inverse. Les 2 véhicules ont freiné brutalement, glissant sur la route poussiéreuse, et se sont arrêtés à moins de 30 cm l'un de l'autre. Pendant un instant, tout le monde est resté figé, silencieux, le cœur battant. Puis, contre toute attente, les 2 chauffeurs ont éclaté de rire. Ils ont commencé à se taquiner en criant à travers les vitres, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils échangeaient des plaisanteries pendant que les passagers, encore sous le choc, reprenaient lentement leur souffle. Environ un quart d'heure plus tard, en poursuivant notre route, nous avons vu la carcasse rouillée d'un vieux bus des années 80, écrasé contre la paroi rocheuse bien en contrebas. Il semblait avoir été là depuis longtemps, figé dans sa chute, une image silencieuse de ce qui aurait pu nous arriver. Personne n'a parlé pendant un long moment après ça. Le rire des chauffeurs résonnait encore dans nos têtes, étrange contraste avec le métal tordu que nous venions de croiser. Cette journée a laissé un mélange d'adrénaline et de gratitude qui n'a jamais vraiment disparu. En 1992, je montais les escaliers menant au guichet de la gare centrale de Varsovie, en Pologne. L'endroit était bruyant, rempli de voyageurs pressés, de valises traînées sur les marches, d'annonces crachées par les haut-parleurs. J'étais à mi-chemin quand tout à coup, un homme a chuté violemment dans les escaliers. Son corps a rebondi contre plusieurs marches avant de s'immobiliser à quelques marches au-dessus de moi. Il était allongé sur le côté, son visage pâle et ses mains tremblantes. Dans son abdomen, dépassant de sa chemise tachée de sang, se trouvait un long tournevis planté profondément. Je suis resté figé un instant, incapable de bouger, pendant que quelques personnes commençaient à crier. Une femme s'est précipitée vers lui, un homme a couru en direction des guichets pour chercher de l'aide. Personne ne comprenait exactement ce qui venait de se passer, mais l'atmosphère a immédiatement changé. Toute l'agitation habituelle de la gare s'est figée, comme suspendue. Des agents de sécurité sont arrivés quelques minutes plus tard, suivis par des secours. On nous a fait reculer pendant qu'ils tentaient de stabiliser l'homme. Il était encore conscient, mais à peine. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé, ni s'il avait survécu. Mais cette image, celle du tournevis brillant sous la lumière grise de la gare et du silence soudain tombé sur la foule, je ne l'ai jamais oubliée. Une très bonne amie à moi, au Zimbabwe, a vécu quelque chose d'effrayant. En pleine journée, alors qu'elle marchait près de chez elle, des hommes armés l'ont soudainement attrapée et poussée de force dans une fourgonnette. Tout s'est passé si vite qu'elle n'a même pas eu le temps de crier. L'un d'eux la tenait en joue pendant que les autres lui donnaient des ordres, menaçants, froids, déterminés. Ils ne l'ont pas frappée. Ils ne lui ont presque pas parlé, à part pour lui dire ce qu'elle devait faire. Ils l'ont conduite à un distributeur automatique et l'ont forcée à retirer tout l'argent disponible sur son compte. À chaque retrait, il vérifiait le solde, exigeant qu'elle recommence. Une fois son compte vidé,
ils l'ont conduite loin de la ville, sur une route déserte bordée de champs secs, puis l'ont simplement jetée hors de la fourgonnette. Elle est restée là un moment, jusqu'à ce qu'un fermier du coin passe en camion et la prenne en stop. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, rien. Mais elle était en vie, et c'est tout ce qui comptait. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, elle tremblait encore. On a tous compris ce jour-là que ça aurait pu se terminer bien plus mal. Et depuis, personne dans notre groupe ne marche seul sans y penser 2 fois. Lors d'une randonnée à Huaraz, au Pérou, on nous avait prévenu de faire très attention à notre matériel. Les habitants du coin, et même les renards, avaient apparemment l'habitude de fouiller les campements pour récupérer ce qui traînait. On avait donc pris toutes les précautions possibles, chaque objet rangé, tout le matériel emballé dans la tente, bien protégé sous le double toit. Après une journée épuisante de marche en altitude, on s'est glissé dans nos sacs de couchage, certains d'avoir tout bien sécurisé. En pleine nuit, la tente s'est mise à secouer violemment. Des vibrations brusques, désordonnées, comme si quelqu'un essayait de nous tirer dehors. J'ai sursauté, complètement paniqué. Encore à moitié endormi, j'ai commencé à hurler, persuadé qu'on était en train de se faire attaquer ou voler. Une paroi de la tente s'est enfoncée brusquement, presque jusqu'à nous toucher. J'ai réussi à ramper jusqu'à la fermeture éclair, l'ai ouverte d'un coup et suis sorti prêt à me défendre à coups de bâton ou à main nue. C'est là que je me suis retrouvé face à une énorme vache, les yeux écarquillés, tout aussi surprise que moi. Elle s'était emmêlée dans les cordes de la tente et s'agitait dans tous les sens, complètement paniquée. Heureusement, elle a reculé sans marcher sur la toile, ce qui nous a probablement évité de finir écrasés. Elle a finalement détaché une sardine en tirant dessus et s'est enfuie en grognant, disparaissant dans l'obscurité. Le lendemain matin, on a découvert que le coin était traversé régulièrement par du bétail, surtout la nuit. On a dû replacer la tente, ramasser quelques affaires et rire un peu nerveusement de ce réveil brutal. C'était censé être une nuit calme, et pourtant on est passé à 2 doigts d'un face-à-face écrasant. Nous étions en voyage familial en Croatie, en route vers la plage, quand on a décidé de s'arrêter en bord de route pour une petite pause pipi. On a ouvert les portières comme d'habitude, et bien sûr, notre chien a été le premier à bondir hors de la voiture. Il a couru droit dans le champ qui se trouvait juste à côté, heureux de se dégourdir les pattes après des heures en voiture. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ma mère a repéré quelque chose que personne d'autre n'avait vu. À peine 10 mètres devant nous, planté dans l'herbe haute, il y avait un panneau vieilli, à moitié penché, qui disait en lettres rouges « Zone interdite ancien champ de mine ». Elle s'est mise à hurler le nom du chien, une panique brute dans la voix, pendant que mon père et moi courions vers le bord du champ en espérant qu'il s'arrête. Par miracle, il s'est arrêté à mi-chemin, confus par nos cris, et est revenu vers nous en trottinant. Il n'avait aucune idée du danger. Nous non plus, d'ailleurs. On l'a attrapé au vol et on a reculé en silence, le cœur battant à tout rompre. Personne n'a parlé pendant un long moment. On a découvert ensuite que ces anciens champs de mines, vestiges de conflits passés, existent encore par endroits dans la région. Certains sont signalés, d'autres non. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais laissé le chien sortir sans laisse, même pour une simple pause en bord de route. Cette plage, on a fini par y arriver, mais avec une boule au ventre qu'aucune baignade n'a vraiment réussi à apaiser. J'étais à la Barbade, en train de marcher seul sur une route principale pour retourner à l'endroit où je dormais, pas très loin d'une grande plage sur la côte sud. Il faisait déjà nuit, les rues étaient calmes, éclairées seulement par quelques lampadaires espacés. Alors que je marchais, un homme est apparu devant moi, tenant un seau blanc à la main. Il s'est approché avec un grand sourire et m'a dit « Salut, moi c'est Bush ». Dans son seau, il y avait des plantes, de toutes sortes, et à sa ceinture pendait une machette bien affûtée. L'homme avait l'air amical, mais la machette ajoutait une certaine tension à la scène. « T'as pas un peu de bouffe pour moi ? Du riz peut-être » m'a-t-il demandé. Je n'avais rien à manger sur moi,
mais je me suis souvenu du sachet d'herbe que j'avais acheté la veille à des gamins sur la plage. Alors je lui ai proposé de partager un joint, pensant que ce serait peut-être ce qui l'attendait. Il a souri et dit simplement « Suis-moi ». Et comme un idiot peut-être, ou par pure curiosité, je l'ai suivi. On a quitté la route principale et traversé un terrain vague, envahi par les herbes hautes. À l'arrière du terrain, il y avait une ruelle étroite, bordée de carcasses de voitures et de murs effrités. Un homme dormait assis sur un muret, la tête tombée vers l'avant. Plus on avançait, plus je me demandais sérieusement si c'était une bonne idée. Mon instinct commençait à s'agiter, et ma réponse intérieure s'approchait de plus en plus d'un « non » clair et net. Mais à la fin de cette ruelle, Bush a ouvert une porte, posé son seau et est ressorti avec 2 vieilles chaises en plastique. Il m'a invité à m'asseoir. « C'est chez ma mère, ici », m'a-t-il dit. Et en regardant autour de moi, j'ai commencé à remarquer de petites rangées de plantes poussant tout autour de la cour, dans des pots, dans des boîtes, même dans des pneus. C'était un véritable jardin improvisé, nourri par ce qu'il récoltait un peu partout. On a roulé un joint. Il a tiré en premier. Une grosse bouffée. Puis il a toussé, longuement, presque théâtralement. Il m'a regardé avec un air indigné et a lâché. « Burke, cette herbe c'est de la merde. Tu donnes ça aux moutons, même eux ils la refusent. » Et là, on a tous les deux éclaté de rire. La tension s'est envolée d'un coup. Je n'étais plus seul dans une ruelle avec un type armé d'une machette, j'étais simplement assis avec Bush, dans le jardin de sa mère, à fumer une herbe de mauvaise qualité sous le ciel étoilé. Mon pote et moi, on volait vers la Malaisie depuis le Vietnam le jour même où le vol MH370 a disparu. On était assis à notre porte d'embarquement, nos sacs à dos posés à nos pieds, en train de regarder les infos défiler sur les écrans de l'aéroport. Presque tous les téléviseurs affichaient la même chose, des journalistes en direct, des cartes, des images de l'avion, et les mots disparus et aucune communication en boucle. On volait avec Malaysia Airlines. Même compagnie. Même logo que celui qui passait en arrière-plan pendant que les journalistes spéculaient sur ce qui avait pu se passer. Les billets avaient déjà été un gros coup dans notre budget de routard. Aucun remboursement proposé. Aucun report. Alors on s'est regardé et on a essayé de se convaincre que, paradoxalement, c'était peut-être le moment le plus sûr pour voler avec eux. Qu'après un drame comme celui-là, les pilotes allaient être 2 fois plus prudents, que la tour de contrôle serait hyper attentive, que personne ne prendrait le moindre risque. Mais la vérité, c'est qu'on était crispé du décollage jusqu'à l'atterrissage. 2 heures à écouter chaque son du moteur, à surveiller la trajectoire sur l'écran, à se demander si le silence de l'équipage était normal. À chaque petite turbulence, je sentais mes mains se crisper sur les accoudoirs. Quand l'avion a finalement touché le sol malaisien, on s'est regardé sans dire un mot. On savait très bien qu'on venait de vivre un des vols les plus tendus de notre vie. Le contraste entre notre soulagement à l'atterrissage et l'angoisse dans les visages des familles qu'on voyait encore sur les écrans à l'aéroport était brutal. On était là, sains et saufs. D'autres ne sauraient peut-être jamais ce qui leur était arrivé. Je travaillais dans une communauté défavorisée d'un petit village en Roumanie, où j'aidais à construire une petite extension pour l'école du coin. En fin de journée, juste avant la tombée de la nuit, j'ai décidé de faire une courte promenade jusqu'à l'épicerie locale pour acheter de l'eau. L'air était calme, les rues presque désertes, seulement quelques enfants qui jouaient encore dehors. Alors que je marchais, une voiture m'a dépassé lentement. Rien d'étrange au début, mais elle a soudainement freiné brutalement, a reculé sur plusieurs mètres et s'est arrêtée juste à côté de moi. 2 hommes étaient à l'intérieur. Le conducteur m'a souri d'un air étrange et m'a dit qu'il voulait me montrer leur truc calls. Radio, voiture, couteau. Il parlait en insistant, en répétant que je devais monter, qu'ils avaient des choses à me faire voir. Je refusais, poliment au début, puis plus fermement. Mais ils ont continué à rouler lentement à côté de moi, rampant au bord du trottoir, me suivant alors que je faisais demi-tour. Ils répétaient encore et encore que je devais monter.
J'ai accéléré le pas, gardé mon calme jusqu'à ce que je rejoigne enfin le reste du groupe de volontaires avec qui je travaillais. À ce moment-là, sans un mot, la voiture a fait demi-tour et a disparu. Mais ce n'était pas fini. Pendant les jours suivants, cette même voiture, ou du moins une qui lui ressemblait étrangement, est revenue. Plusieurs fois par jour, elle s'arrêtait devant notre hébergement. Parfois elle restait stationnée là une demi-heure, moteur tournant. Parfois elle faisait juste un lent aller-retour. Toujours les mêmes vitres teintées, le même comportement inquiétant. Le plus étrange, c'est que là où je logeais se trouvait à une bonne heure du village. Il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un de là-bas rôde aussi loin. On n'a jamais su ce qu'il voulait vraiment. Peut-être que c'était juste de l'intimidation. Ou peut-être que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que s'il m'avait attrapé seul, dans cette rue déserte, loin de tout, je ne sais pas où j'aurais fini. Ce souvenir me donne encore des frissons aujourd'hui. Je logeais seul dans une auberge un peu étrange à Barcelone, un de ces endroits bon marché avec une ambiance difficile à décrire, ni franchement accueillante, ni totalement inquiétante, mais assez bancale pour rester sur ses gardes. C'était une chambre partagée, séparée par des écrans en bois qui servaient vaguement de cloison entre les lits. Un matin, très tôt, je me suis réveillé avec cette sensation pesante qu'on m'observait. Et c'était vrai. En ouvrant lentement les yeux, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas, penché au-dessus de l'un de ses paravents, la tête légèrement inclinée, les yeux braqués sur moi. Il ne bougeait pas. Il me fixait. J'ai fait semblant de dormir, trop figé pour réagir. Mon cœur battait comme un tambour, mais je n'osais pas faire un geste. Je ne savais pas s'il était seul, ni s'il avait quelque chose sur lui. Et je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait. Alors j'ai gardé les yeux mi-clos, respiré lentement, en espérant qu'il se lasse. Il est resté là. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité. En réalité, ce furent près de 2 heures. Il ne disait rien, ne bougeait presque pas, juste ce regard fixe, comme s'il attendait que je fasse quelque chose. Finalement, mon réveil s'est mis à sonner. Un train m'attendait, alors j'ai pris mon sac, rassemblé mes affaires du mieux que je pouvais sans quitter l'homme du coin de l'œil, et j'ai quitté la chambre sans dire un mot. En passant par la réception, j'ai croisé le propriétaire. Je lui ai dit, rapidement, qu'un type m'avait observé pendant 2 heures pendant mon sommeil. Il m'a regardé sans dire grand-chose, et j'étais trop pressé pour insister ou attendre une réaction claire. Je ne sais pas s'il l'a pris au sérieux. Je ne sais même pas si l'homme en question était vraiment un client ou juste quelqu'un entré sans que personne ne le remarque. On est allé au Honduras, et dès notre arrivée, on a été frappé par l'intensité de ce qu'on vivait. En sortant dans la rue, on a littéralement été submergé par une marée d'enfants qui nous entouraient en tendant les mains, demandant de l'argent, des bonbons, n'importe quoi. Il y en avait partout, courant entre les voitures, tirant doucement sur nos vêtements, insistant avec des regards trop adultes pour leur âge. On s'est senti impuissant, presque étouffé. Il ne s'agissait pas de quelques enfants, mais d'une vraie vague humaine, désespérée et silencieuse. Plus tard, ma femme et moi avons décidé d'aller sur l'eau pour échapper un peu à cette tension. Elle est montée sur un paddleboard, moi dans un petit canoë. L'océan était calme en apparence, mais la houle était plus forte qu'on ne le pensait. À un moment, j'ai vu qu'elle n'arrivait plus à revenir. Elle ramait, mais chaque coup de pagaie semblait la repousser un peu plus vers le large. Elle commençait à paniquer, appelant mon nom, et moi j'ai dû manœuvrer rapidement pour la rejoindre. Elle s'est agrippée à mon embarcation, et j'ai dû pagayer pour 2, contre le courant, sous un soleil de plomb. Mon cœur battait à fond, pas seulement à cause de l'effort mais parce que je voyais dans ses yeux qu'elle pensait qu'on n'allait pas réussir à rentrer. Heureusement, à l'époque, j'étais dans une forme physique irréprochable. Sans ça, je doute qu'on aurait atteint la côte aussi rapidement. Quand on a enfin touché le sable, on s'est laissé tomber, haletant, les bras tremblants. J'étais en voyage humanitaire au Guatemala, et un jour,
on a fait une petite excursion pour aller voir des ruines mayas situées sur une île montagneuse. C'était magnifique, isolé, entouré de forêts et de silence. Vers le milieu de la visite, mon ami et moi avons commencé à chercher des toilettes. Plusieurs habitants nous ont indiqué un chemin qui montait vers le sommet de l'île, où on trouverait ce qu'ils appelaient des banneaux. Après une courte marche, on est tombé sur un petit bâtiment délabré, sans porte, avec une seule cuvette en béton au fond. Mon ami m'a dit que je pouvais y aller la première, et qu'elle ferait le guet devant. Je me suis dit que ça ne prendrait qu'une minute. J'étais en train de faire ce que j'avais à faire, un peu inconfortable mais bon, pas le choix, quand j'ai entendu mon ami dire d'un ton nerveux que je devrais me dépêcher. À peine quelques secondes plus tard, j'ai entendu une voix masculine crier quelque chose en espagnol, un mot répété plusieurs fois, permiso. Et là, sans prévenir, un homme a fait irruption dans la pièce. Il portait un uniforme, peut-être un policier, peut-être autre chose, je n'ai pas vraiment eu le temps de comprendre, et il tenait une arme, un fusil bien trop grand pour la situation. J'étais en plein milieu de ma pause pipi, complètement vulnérable, et lui me pointait avec son arme tout en continuant à parler fort. Je me suis précipité pour remonter mon pantalon, complètement paniqué, le cœur battant à 100 à l'heure. J'ai attrapé mon ami par le bras, j'ai répété « elle au ciento » sans arrêt, sans savoir ce que j'excusais exactement, et on s'est mis à courir en bas du sentier aussi vite que possible. Il continuait à crier derrière nous, mais il ne nous a pas suivis. On a dévalé la pente, les jambes tremblantes, complètement secouées. Et le pire dans tout ça, c'est que mon ami, qui avait attendu son tour, n'avait toujours pas pu aller aux toilettes. Ce jour-là, on a compris à quel point une situation anodine pouvait basculer dans la confusion et la peur en un instant, surtout quand on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas les codes, et qu'on se retrouve, littéralement, les pantalons baissés. Je suis allé en Ukraine avec mes parents, un voyage chargé de mémoire. Ils voulaient absolument voir les petits villages où leurs propres parents étaient nés, retrouver des traces de leurs racines, marcher là où leur famille avait vécu autrefois. On n'avait plus de proches là-bas, alors on avait engagé un guide local pour nous accompagner, pas seulement pour traduire, mais aussi pour naviguer dans une région parfois instable et où, nous avait-on dit, la corruption ou les situations imprévues pouvaient compliquer les choses. Tout se passait plutôt bien. On roulait sur une longue route de campagne, quelque part au milieu de nulle part, entouré de plaines sans fin, quand soudain, la circulation s'est arrêtée. Plusieurs voitures bloquées devant, personne ne semblait avancer. Le silence autour était étrange, presque trop calme. Notre guide est sorti du véhicule pour aller voir ce qu'il se passait. Il n'est resté dehors que quelques secondes. Il est revenu au pas de course, a claqué la portière, puis a fait demi-tour sur la route sans un mot. Ma mère, surprise, lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu calmement, mais fermement. « On ne va pas au village. » C'était un barrage de militaires russes. C'était à l'époque de l'annexion de la Crimée, et la tension dans certaines régions était palpable, même si on n'était pas dans une zone officiellement en guerre. Ce barrage, selon lui, n'était ni officiel ni amical. Il ne voulait pas en dire plus, mais son visage en disait long. Il avait l'air de quelqu'un qui savait quand il ne fallait pas poser de questions. Ma mère n'a pas insisté. Elle a regardé par la fenêtre en silence pendant un long moment. C'était censé être un moment de retour aux origines, une connexion avec le passé. Et tout ce qu'on a eu, c'était cette route inachevée, une menace floue, et l'impression d'avoir effleuré quelque chose de dangereux, de plus grand que nous. On a continué notre route dans une autre direction, sans jamais atteindre ce village. On ne saura jamais ce qui se serait passé si on avait continué tout droit. Et peut-être que c'est mieux comme ça. J'étais dans le métro à New Delhi quand je me suis fait voler mon téléphone. C'était rapide, habile, presque imperceptible. Mais j'ai réagi à temps pour attraper un des types qui traînait trop près de moi. Il n'avait pas le téléphone sur lui, mais je savais qu'il faisait partie du groupe. À l'arrêt suivant, tout s'est emballé. Une foule de passagers a surgi, comme si tout le monde avait attendu une excuse pour lâcher sa rage.
Ils se sont mis à le frapper sans relâche, une véritable explosion de violence collective. Des coups de poing, des coups de pied, certains l'ont traîné sur le quai. C'était brutal, presque irréel. La police est arrivée et, loin de calmer la situation, a pris le relais. Un des agents tenait un bâton de cricket et l'utilisait sans retenue. On l'a embarqué jusqu'au poste de police le plus proche. Là, ils lui ont ordonné d'appeler son complice, celui qui avait mon téléphone. Le gars a obéi, mais son pote a refusé de venir. Alors les policiers m'ont fait sortir de la pièce. Ils ont fermé la porte. Et ce que j'ai entendu derrière cette porte, c'était des hurlements. Pas des cris d'agacement, pas des protestations. Des hurlements de douleur. Je suis resté assis là, dans un bureau poussiéreux, à attendre, sans trop savoir ce que je venais de déclencher. Finalement, un des policiers est revenu, traînant le gamin comme un sac vide. Il l'a jeté par terre, a ouvert un sac plastique noir, et en a sorti mon téléphone. Il était recouvert de sauce curry, dégoulinant, comme s'il avait été fourré là en panique. Le policier a jeté le reste du curry sur le sol, puis a tendu au gamin une cuillère, avec un regard glacial. « Mange !» Et le gars s'est mis à le faire sans discuter. À genoux dans la terre, sous les regards silencieux des flics et du hasard. J'avais 20 ans, et j'étais à Barcelone pour la première fois. J'avais fait quelques rencontres sympas à l'auberge et, même si je n'étais pas du genre à sortir faire la fête, j'avais décidé de les suivre ce soir-là pour aller en boîte. Mon compagnon de voyage, lui, avait préféré rester à l'auberge, pas son truc, pas d'énergie, peu importe. Moi, j'avais envie de dire oui à quelque chose pour une fois. La nuit a été géniale au début. Rire, danse, musique trop forte, tout ce que je m'étais toujours dit que je n'aimais pas, mais que j'ai quand même apprécié dans le feu de l'instant. On a enchaîné plusieurs clubs jusqu'à ce que tout ferme enfin. Là, mes nouveaux amis ont voulu continuer la soirée, m'ont proposé de traîner encore un peu, puis même de dormir sur le sol de leur auberge. J'ai décliné. L'idée de me réveiller sur un carrelage inconnu avec des inconnus était moins attirante que mon propre lit de dortoir, aussi miteux soit-il. Je me suis dirigé vers le métro, mais il avait fermé. J'ai trouvé un bus de nuit, sans trop comprendre les horaires ou les arrêts, je suis monté. Mon espagnol était inexistant, et mon sens de l'orientation pas bien mieux. J'ai fini par descendre un peu au hasard, pensant reconnaître vaguement le quartier. Mauvaise idée. Quelques rues plus loin, alors que je marchais seul dans l'obscurité, un type bourré est apparu derrière moi. Il a commencé à crier, à accélérer. J'ai fait de même. J'ai tourné à l'angle d'une rue, cherché un endroit éclairé, mais c'était trop tard, il me suivait de près. Il trébuchait, il parlait fort, je ne comprenais rien, et j'étais trop effrayé pour chercher à comprendre. Je me suis accroché à un lampadaire près d'un arrêt de bus, comme si c'était une bouée au milieu de la nuit. J'ai pleuré, sans retenue. Pas de honte, juste la peur brute. J'ai attendu là, incapable de réfléchir, jusqu'à ce qu'un autre bus finisse par arriver. Je suis monté dedans, muet, vidé, et j'ai laissé le reste au destin. Je suis finalement rentré sain et sauf à l'auberge. Mon lit n'avait jamais semblé aussi doux. J'ai appris ce soir-là que l'indépendance, c'est pas toujours des couchers de soleil et de la liberté. Parfois, c'est juste tenir bon à un arrêt de bus au milieu de nulle part, à bout de nerfs, avec un lampadaire comme seul témoin. Je me suis fait braquer à Vegas par des types qui voulaient me vendre de la weed, et qui n'ont pas franchement apprécié que je refuse. J'étais complètement bourré. Bref, au lieu de simplement dire non poliment, j'ai dû agacer les mauvais mecs. Quand j'ai dit que j'avais pas de cash, l'un d'eux a sorti un flingue, direct. Pas un pistolet de poche, un vrai. Ils m'ont dit d'aller retirer de l'argent. Alors j'ai dit ok, pas de souci, et j'ai marché calmement vers l'ATM. Une fois arrivé, j'ai fait semblant de pianoter, genre tout va bien, puis j'ai couru. Je me suis barré aussi vite que mes jambes me le permettaient, encore plus vite vu l'adrénaline. Ils m'ont couru après,
évidemment. Je ne sais même plus comment je m'en suis sorti, quelques virages rapides, une foule assez dense, peut-être un coup de chance. Mais au final, j'ai réussi à leur échapper. Avec du recul, c'était une décision complètement conne. Sobre, j'aurais probablement filé les quelques billets qu'ils voulaient juste pour éviter les emmerdes. Mais là, j'étais trop bourré, trop confiant, ou trop stupide, probablement les trois. Et en fait, en y repensant maintenant que je suis assis tranquille, je me rends compte que ce voyage tout entier, c'était un enchaînement de conneries. Moi et trois potes, à travers l'Ouest américain dans un camping-car, sans plan précis, juste de l'alcool, de la mauvaise prise de décision et une série de situations qui auraient pu bien plus mal tourner qu'elles ne l'ont fait. Quand j'étais au lycée, j'ai passé l'été en Chine dans le cadre d'un programme d'échange avec ma meilleure amie de l'époque, nous étions toutes les deux des filles. Le programme était assez laxiste, il accueillait des jeunes du monde entier et ne nous surveillait pas vraiment de près. Un jour, on est allé dans un centre commercial. Deux jeunes filles chinoises, mignonnes et pas du tout intimidantes, elles devaient avoir la fin de l'adolescence ou un peu plus de 20 ans, sont venues nous parler et nous ont demandé si on voulait passer du temps avec elles, traîner un peu. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais mon amie était super emballée, je pense qu'elle voulait rencontrer des locaux et découvrir la culture de l'intérieur, et ces filles semblaient tellement gentilles et innocentes. Elles nous ont emmenés à travers le centre commercial puis dehors, dans la rue. Pendant tout le trajet, j'avais les poils qui se hérissaient. Je savais qu'un truc horrible allait se produire. J'ai fini par arrêter mon amie, qui avait elle aussi l'air un peu effrayée. On a dit aux filles qu'on changeait d'avis et qu'on rentrait au centre commercial. Elles avaient l'air déçues, mais elles ne nous ont pas retenues, ni suivies, ce qui sur le moment m'a un peu rassuré. Je me suis dit qu'elles n'avaient peut-être pas de mauvaises intentions. Mais maintenant que je suis adulte, que je comprends mieux comment fonctionne le monde, je suis presque certaine qu'on était à quelques minutes de devenir victime de la traite humaine. Honnêtement, c'est la situation où je me suis senti le plus proche d'un vrai danger de mort. J'y repense encore très souvent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.